Effectivement, nous allons vous parler de la biologie médicale et des médias. Alors tout d'abord, la santé est-elle une préoccupation des Français? Sur une cohorte de 1017 personnes interrogées, qui étaient représentatifs de la population française et âgées de plus de 18 ans, on va constater que la santé est une préoccupation pour 54% des personnes interrogées. On observe ici que les Français sont globalement attentifs à la prévention, voire même très attentifs pour 28% d'entre eux. En revanche, ils ne sont pas assez nombreux à adopter de bons comportements pour préserver le capital santé. Ils se disent pas suffisamment informés. Alors pour les aider à avoir une conduite plus vertueuse, 85% des sondés aimeraient pouvoir compter sur les médecins, les pharmaciens, mais aussi bien sûr sur vous, les biologistes. Et si la France s'affiche parmi les moins bons élèves en Europe, puisqu'il s'agit de la mise en pratique des comportements préventifs, mais aussi ils se disent les moins informés. Les raisons évoquées sont assez variées. Pour 32% des cas, ils invoquent un manque de moyens financiers, un manque de motivation dans 24% des cas, et un manque de temps dans 23% des cas. Alors, sur la même cohorte de personnes, on constate un impact énorme de l'information santé. Vous pouvez voir, 82% des Français vont réaliser au moins une action à l'issue de leur recherche sur Internet. Lesquelles, Mathieu ? Alors, deux comportements vont se distinguer, soit chercher à approfondir un sujet, soit à modifier son comportement. Et ces deux comportements, on les a retrouvés aussi au sein de deux études qui ont été menées sur des utilisateurs uniquement d'Internet, où on va retrouver l'approfondissement des connaissances, mais aussi l'utilisation dans la préparation à un recours aux soins, et plus particulièrement dans le cadre d'une prise de décision médicale. Par contre, de façon beaucoup plus inquiétante, on va retrouver une substitution, voire un retard de consultation auprès d'un professionnel de santé. Quel crédit accorder à l'info santé fournie dans les médias, notamment sur Internet? C'est la question qu'on peut tous se poser. Eh bien, si pour 25% de la cohorte, ces infos sont toujours fiables, pour 69% des personnes interrogées, en revanche, c'est flou, c'est contradictoire, c'est aussi trop abondant et même inutile pour plus de 40% d'entre elles, et ce, tous médias confondus. Alors, quels vont être les différents vecteurs de l'information? Tout d'abord, on va constater un recul entre 2003 et 2013 du média, entre guillemets, référence, qu'est la télévision. On va passer de 53% en 2003 à 42% en 2013. Selon les sources du Syndicat national de l'édition, la vente de livres santé va représenter 4% quand même du chiffre d'affaires de l'édition française. Mais bien sûr, le principal vecteur va rester Internet, puisqu'il, à lui seul, il regroupe 56% des parts de marché avec les sites web d'information et les blogs et forums. En France, plus de 3/4 de la population a un accès à Internet avec une hétérogénéité d'accès qui va aller de 99% pour les 12-17 ans à 22% pour les plus de 70 ans. Du côté des 15-30 ans, donc là, ils sont 48% à avoir recours à Internet pour des questions de santé. Ça peut aller jusqu'à 55% chez les 26-30 ans. 30% de ces 48% privilégient Internet à une consultation. 30% se documentent sur le web tout simplement avant d'aller voir leur médecin pour préparer la consultation. Et 16,7% y vont ou y retournent après une consultation pour débriefer. Internet, la santé de demain ou pas, ou surtout pas d'ailleurs, parfois, qu'on peut se poser la question quand on voit que 78% de ce qu'on peut lire sur Internet est mis en ligne par les patients eux-mêmes, information donc non maîtrisée, non contrôlée. 79% des internautes qui ont recours à ces informations les trouvent crédibles. Voilà, ça passe à 25% lorsqu'il s'agit de l'ensemble des médias. C'est assez effrayant. Et c'est une préoccupation, une proportion qui est assez préoccupante, puisque lorsqu'on connaît la variabilité de la qualité et la validité de l'information, des informations santé qui va être accessible. Et selon une étude qui a été menée aux États-Unis, il y a 3% des e-patients qui ont eu des problèmes après avoir suivi des conseils médicaux ou des informations qu'ils ont retrouvées sur des sites Internet. Alors, lorsqu'un patient souhaite obtenir des avis ou des conseils médicaux, son premier réflexe, c'est d'aller sur Internet en priorité, et en priorité sur des sites d'information santé grand public, comme par exemple Doctissimo, qui affiche en moyenne 43 millions de visites par mois. 43 millions de visites par mois. Les autres sources d'infos arrivent bien loin derrière. Donc devant ce constat, on va pouvoir se poser une question: quelle est la qualité de l'information qui va être délivrée et quel est le risque d'info et d'intox? Donc qu'est-ce qu'on va chercher sur Internet? Parmi les thèmes de recherche, ils vont être très différents. On va retrouver par exemple les médicaments,
avec en premier l'amoxicilline et en second le tramadol. Chacun va comptabiliser plus de 84 000 recherches par mois. Et dans le top 10, on va trouver à côté le Spasfon, le Smecta. Concernant l'aspect pathologique et symptomatologique, on va retrouver des questions concernant la fièvre, le diabète, le VIH, toutes les sortes de néoplasies, les dépressions et aussi les troubles digestifs. Alors sur le site médical La Santé Surtout que je dirige, 60 spécialistes répondent gratuitement aux questions des internautes. Et c'est toi, Mathieu, qui est en charge du pôle biologie qui génère le plus de questions, mais aussi le plus de visites sur le site. Quelles sont les thématiques qui intéressent le plus ? Alors, ce qui intéresse le plus les internautes, ça va être tout d'abord des questions sur le pré-analytique. Est-ce qu'il faut être à jeun ? Est-ce qu'il y a des horaires de prélèvement respectés ? Est-ce qu'il y a un régime particulier ? Mais aussi des questions sur le remboursement des actes de biologie médicale, savoir si les examens qui vont être prescrits vont être à la charge du patient ou vont être pris en charge. Puis bien sûr, sur le prélèvement en lui-même, avec une question qui est phare, c'est que faire devant une ecchymose ? Ça semble assez simple, mais c'est la première question qui est consultée sur le site internet. Et puis après, des questions sur les potentielles interférences médicamenteuses. Et enfin, des questions quand même sur le cœur de métier, sur l'interprétation, avec des questions sur des bilans qui peuvent être anxiogènes, avec des marqueurs tumoraux comme l'ACE, des contextes infectieux, des demandes d'interprétation sur des ECBU, des adénopathies ou des dysthyroïdies. Alors qu'attendent les patients d'Internet ? Ce qu'ils attendent, les patients, c'est d'être rassurés avant tout. C'est pas toujours le cas au vu des nombreux forums anxiogènes. Et puis ils veulent obtenir des réponses à leurs questions rapidement, voire instantanément, tout de suite, et dans l'anonymat le plus total. Alors on va parler maintenant du métier de biologiste, encore trop peu connu aux yeux du grand public. Alors le terme de biologiste est peu connu, en effet, il est rarement utilisé pour décrire une personne qui va être responsable ou qui va réaliser des examens de biologie médicale. Le rôle, les compétences et le diplôme est souvent sous-estimé par la population. On va retrouver du coup une faible connaissance du niveau d'études de biologiste. Ça passe du bac plus 3 pour des diagnostics légers. On a 64% de la population qui pense que le niveau d'études est inférieur à bac plus 5 pour être biologiste. Et puis on va avoir une faible connaissance du métier avec, on nous confond avec des techniciens. Peu de contact direct avec le biologiste, alors que théoriquement il devrait y en avoir à chaque fois au niveau des sites. On part du principe qu'ils sont dans leur bureau en train de signer leurs résultats. Et puis une absence en fait de communication entre le biologiste et les professionnels de santé. En tout cas, ça c'est la vision qu'ont les patients. Et enfin, il est très rarement associé au diagnostic, et ce, malgré que 70% des diagnostics ou des décisions médicales impliquent des examens de biologie médicale. Bon, une première information quand même, pour 95% des gens, nous sommes quand même des professionnels de santé. C'est assez rassurant. Par contre, nous avons une participation mineure en fait dans le diagnostic. Nous sommes considérés comme ayant peu d'échanges avec le médecin prescripteur. Et puis surtout, nous sommes cantonnés pour 31% quand même des patients interrogés à rester cantonnés dans nos bureaux à signer des résultats. Au final, on va constater une vision extrêmement limitée du biologiste dans le parcours de soins. Alors comment les patients choisissent leur laboratoire ? Le premier critère, c'est la localisation géographique. En gros, il faut que ce soit pratique pour eux. Après, évidemment, quand même, il y a la confiance en la fiabilité des résultats. Cependant, seulement 8% des patients choisissent un laboratoire pour la qualité de ses conseils et des explications fournies. Alors, que veulent nos patients ? Tout d'abord, ils sont intéressés pour savoir ce qui va se passer une fois que le prélèvement va être effectué. Ils aimeraient pouvoir échanger avec le biologiste médical sur leur suivi. Ils souhaiteraient avoir des échanges plus visibles en fait, entre le biologiste et le médecin. Et puis, ils aimeraient trouver en salle d'attente des documentations et des informations pratiques sur les examens qu'ils vont subir. Au final, ils ne demandent que deux choses, c'est de l'information et des échanges. Alors, le premier service que les patients souhaitent, c'est l'interprétation et l'explication des résultats. Interprétation qui, au passage, est une obligation légale. Cependant, cette interprétation, elle doit se faire en toute confidentialité, donc soit dans un espace qui est dédié, soit on pourrait penser à une anonymisation, mais ça va poser le problème de l'interprétation globale en fonction des signes cliniques. Dans tous les cas, le biologiste a une place à prendre au sein des laboratoires de biologie médicale et aussi dans l'espace public.
Alors depuis plusieurs années, de nombreuses campagnes de prévention et de sensibilisation sont régulièrement mises en place par les associations et bien sûr par le gouvernement. Il s'agit du fameux plan de prévention avec des actions de dépistage, d'information, de formation du grand public. Ça représente un budget de 400 millions d'euros sur 5 ans pour un programme de 25 mesures. Et pourtant, 74% des Français en veulent plus, comme partout, comme toujours. Ils en veulent plus, là aussi. Ils demandent plus de campagnes de l'État, plus nombreuses et mieux réalisées. Mais alors, Mathieu, du coup, quelles sont les solutions souhaitées par les patients ? Alors, parmi les solutions qui vous sont proposées par les patients, 85% vont identifier les médecins et les pharmaciens pour prodiguer en fait cette prévention. Le biologiste médical peut, du coup, et doit faire partie des praticiens qui vont participer à ces actions de prévention, et ce, lors de leur pratique quotidienne, via les conseils et les interprétations auprès des patients. Lorsqu'on va voir les professionnels de santé versus le web, c'est assez rassurant de constater que nos patients ont plus confiance quand même dans les professionnels de santé que dans les sites d'information. Et c'est d'autant plus marqué chez les patients qui sont atteints de pathologies chroniques, puisque ça va passer de 48% à 67%. Sur cette même population, par contre, c'est assez intéressant de voir qu'il y aura le même pourcentage d'exploration d'informations, à la fois sur des sites d'information Doctissimo que sur des sites qui sont gérés par l'assurance maladie et la HAS. Dans les deux cas, 44%. Encore une fois, on va retrouver peu d'impact des réseaux sociaux pour le moment. Et au final, l'information n'est pas recherchée sur ce type de vecteur, elle est plutôt diffusée et proposée en continu. Alors sur la biologie médicale de demain et les médias, tout simplement, il faut une information qui soit maîtrisée, qui soit claire, qui soit compréhensible, qui soit facile d'accès, visible et surtout issue de consensus professionnel. Ça va permettre de réaliser une prévention contre les fake news qui peuvent induire des pratiques dangereuses à la fois d'un point de vue personnel mais aussi d'un point de vue collectif. On peut prendre l'exemple par exemple de la vaccination contre la rougeole. Le mésusage des examens de biologie médicale avec la prise de mauvaises décisions, de comportements inadaptés, la prise de risques ou d'interprétations aléatoires, de perte de repères aussi ou génératrice d'angoisse devant la complexité de certains examens de biologie médicale. En prenant un exemple tout simple, c'est le stress occasionné suite à un contrôle des marqueurs de la trisomie 21 par le TGNI. Bien sûr, il va falloir asseoir la position du biologiste dans le parcours de soins. Et puis le tout, bien sûr, permettant de répondre aux besoins de nos patients. Et enfin, il est indispensable de toujours bien vulgariser l'information pour captiver l'attention, faciliter la compréhension. Et compte tenu des nombreux moyens de communication, les patients souhaitent aujourd'hui être plus autonomes pour ce qui concerne leurs problématiques médicales. Justement, Mathieu, quels sont les outils qui pourraient aller dans ce sens ? Alors les patients, ils se sentent prêts en fait, pour la prévention et la santé 4.1. Donc, quels sont les outils qui vont être au rendez-vous ? La digitalisation, la centralisation des données de santé, les applications médicales qui sont plébiscitées par 61% des personnes interrogées et qui y voient une amélioration de la prévention. Bien sûr, les bases de données qui doivent être simples d'accès et de compréhension, et puis regroupant toutes les recommandations. Alors, on en a parlé juste avant, bien sûr, l'intelligence artificielle avec la maîtrise des algorithmes, mais aussi on peut imaginer la mise en place de plateformes, de chats, de conversations vidéo, pourquoi pas de télébiologie, le tout permettant une interprétation, une information, une digitalisation, une discrétion et surtout une personnalisation de l'information. Bon, bien sûr, ce ne sont que des idées, mais les biologistes doivent se saisir des outils actuels et de ceux à venir et de prendre la place qu'ils méritent dans le parcours de soins du patient. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Merci à vous. Bravo, très intéressant. Juste une question sur la forme de votre sondage. Les questions étaient prédigérées, si j'ose dire. Il fallait répondre oui ou non, etc. Ou c'était les réponses libres que vous avez interprétées ? Alors en fait, on ne les a pas interprétées. On a récupéré des documents qui étaient issus de différents instituts de sondage, notamment de l'IFOP. Et Ramsay aussi. Oui, et Ramsay, oui. Il y en a eu plusieurs en fait. Voilà, on a fait un mix. Oui, concernant l'interprétation des résultats, ou alors j'ai loupé quelque chose. Il n'y a pas une question en rapport. Est-ce que les patients sont prêts aujourd'hui à payer ? Je sais qu'il y a des applis qui se développent là avec des numéros de téléphone surtaxés ou
ou un service rémunéré, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'acte de biologie qui est prévu pour l'interprétation des résultats. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est de savoir si les patients aujourd'hui sont apparemment friands d'interprétation. Est-ce qu'ils sont prêts, pour le coup, à payer, dans la mesure où aujourd'hui, je pense que peu de biologistes ont le temps de faire de l'interprétation téléphonique ou des comptes rendus beaucoup plus étayés. Peut-être qu'ils seront prêts à payer. C'était une information qui pouvait être intéressante. Alors du coup, j'ai une première réponse. Pour ce qui concerne la prévention, il y avait deux études qui étaient assez claires dessus. Les Français en veulent plus, mais ne veulent pas payer, tout au moins directement. Voilà. Donc de toute façon, ils vont le payer de façon indirectement. Par leur mutuelle ou voilà, par... voilà. Après, concernant l'interprétation, aujourd'hui, l'interprétation d'un bilan biologique, elle est comprise dans l'acte de biologie, puisqu'il n'y a pas de dissociation de l'acte analytique de l'acte d'interprétation. Est-ce qu'il y aura un forfait interprétation? Je ne sais pas. Moi, ma conviction personnelle, c'est qu'aujourd'hui, si on attend d'avoir un remboursement de l'interprétation, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de biologistes dans la salle et que si on se contente d'être des analyseurs qui vont rendre des résultats, je pense qu'il n'y aura plus de questions qui va se poser sur l'interprétation. Elle pourra très bien être faite par d'autres professionnels qui, eux, ont développé de la télémédecine de façon efficace. Aujourd'hui, je pense que il faut que les biologistes interprètent les résultats et valorisent leurs compétences et leurs études dans l'aide auprès des patients et auprès des cliniciens sur les résultats. Mais c'est vrai que vu l'organisation des laboratoires, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des patients au téléphone et d'y consacrer du temps. Après, c'est un choix et une politique d'un groupe de biologie que de donner du temps à leurs patients. Hein. C'est mon avis. Je peux juste ajouter quelque chose sur ce que vous disiez, le souhait ou pas, justement, pour les Français, notamment les patients, de payer pour un service. Je pense qu'il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé que des internautes, des patients, allaient justement dépenser parfois jusqu'à 150 € ou plus pour avoir un deuxième avis sur Internet, avec le fameux site du même nom. Ça nous semblait totalement impensable. Et pourtant, ces sites marchent, cartonnent. Ça se développe de plus en plus avec la télémédecine. Ils ont leur propre médecin et pourtant, ça ne les empêche pas pour autant d'aller payer sur ces sites. Alors ça peut être... Nous, c'est totalement gratuit, hein, mais ça peut être 5 € la question, ça peut être 15 €, et puis ça peut être effectivement, je vous dis, je crois que c'est 150 € pour, s'ils n'ont pas changé depuis, pour le site deuxième avis. Voilà, alors certes, ce sont des grands professeurs, etc., mais c'est payant. Et en ce qui concerne le remboursement mutuel ou pas, pour le coup, j'en suis pas si sûre hein, par rapport à ces sites. Ouais. Avec les néphros et les généralistes qui nous demandent de dépister l'insuffisance rénale chronique et on est rémunéré pour ça, 30 € par consultation via les URPS. Alors après, je ne sais pas s'il y a d'autres... Certainement. Non mais je ne sais pas s'il y a d'autres exemples de dépistage de maladies chroniques par les biologistes avec rémunération, parce qu'après l'idée, dans un premier temps, c'est payé par les URPS, mais ça serait de le généraliser.